Annapurna ne l'a pas tué, c'est un coup de fil qui l'a tué. 24 avril 2019, 25 400 pieds. Annapurna, ce médecin de 48 ans est assis, attendant seul dans la neige au milieu de la nuit. Il ne peut pas se lever, il n'a pas de tente, son oxygène supplémentaire est complètement épuisé. Son guide l'a laissé seul et essoufflé dans l'obscurité pour aller chercher de l'aide. Voici ce qui rend cette histoire différente de toutes les autres tragédies en haute altitude que vous avez pu entendre. Cet homme est sur le point de réaliser l'impossible. Il va survivre à cet endroit pendant 43 heures. Il va vaincre la montagne la plus meurtrière au monde, mais il va quand même mourir. Pas à cause du froid ou de l'altitude, mais parce qu'à des milliers de kilomètres de là, la société de secours qu'il a payée pour lui sauver la vie se dispute à propos de quelque chose d'aussi incroyable, d'aussi insignifiant, que cela a cloué au sol l'opération de secours avant même qu'il ne commence. Et pendant qu'ils se disputent, il est en train de manquer de temps. Cet alpiniste a survécu sur l'Annapurna. Ce qui l'a tué est incroyable, bienvenue à la limite extrême. Dans la nuit du 22 avril 2019, 32 alpinistes ont entamé leur ascension finale vers le sommet de l'Annapurna. Et oui, vous avez bien entendu, 32. Ils n'étaient pas une équipe, c'étaient des inconnus rassemblés par Seven Summit Trek, l'organisateur de leur expédition. Ce qu'ils avaient en commun, c'était une expédition sous permis partagé. En alpinisme commercial, cela arrive quand des dizaines d'alpinistes mutualisent bien leur argent pour partager les frais jusqu'au camp de base, engager les mêmes Sherpas pour les cordes et faire appel aux mêmes organisateurs pour les formalités. C'est moins cher, mais cela dilue aussi les responsabilités. Il n'y a pas de guide central sur la montagne pour imposer un heure limite stricte pour faire demi-tour. Et cela signifie que lorsque vous êtes en difficulté à 7600 mètres d'altitude, il n'y a pas de chef unique sur la montagne dont le travail est de s'en apercevoir. C'est le genre d'organisation qui fonctionne bien jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Et au beau milieu de ce groupe massif se trouvait un alpiniste de 48 ans né en Malaisie nommé Dr Chin Wee Kin. Contrairement aux autres ce jour-là, Chin avait fait tout ce qu'un alpiniste expérimenté fait pour se protéger au cas où les choses tourneraient de mal. Ce jour-là, il grimpait avec son guide personnel, un Sherpa de 32 ans nommé Nima Sherang. Il l'avait choisi spécifiquement parce qu'ils avaient déjà gravi ensemble avec succès deux géants de l'Himalaya, l'Everest et le Manaslu. Ils connaissaient les limites de chacun. Chin avait aussi un téléphone satellite pour rester en contact avec sa femme. Et comme c'était un homme qui prévoyait toutes les éventualités, Chen avait souscrit un abonnement premium chez Global Rescue, une grande société américaine spécialisée dans la gestion de crise et l'évacuation. Il était protégé. Ça semble exagéré, non? Eh bien, si ça avait été n'importe quelle autre montagne sur Terre, je serais d'accord. Mais la montagne dont il est question ici, c'est l'Annapurna. Et franchement, l'Annapurna est une montagne meurtrière, tout simplement. Je veux dire, bien sûr, dans l'Himalaya, l'Everest fait la une à ses documentaires, attire les foules et c'est dangereux, mais c'est un danger connu. L'Annapurna, c'est une toute autre histoire. Ce n'est pas sa hauteur de 8091 mètres, ni le fait que ce soit la 10e plus haute montagne du monde qui rend cette montagne dangereuse. C'est le terrain, les avalanches, qui peuvent survenir sans avertissement, et une voie de descente tellement technique et exposée que même les alpinistes qui atteignent le sommet n'en reviennent pas toujours vivants. Historiquement, pour chaque 3 personnes qui atteignent avec succès le sommet de l'Annapurna, une personne meurt sur la montagne. À titre de comparaison, le ratio de l'Everest est d'environ 100 pour 2. Vous pouvez voir que l'Annapurna est exponentiellement plus mortelle. Simplement survivre à une montagne comme celle-ci est déjà un défi. Mais alors que Chin se préparait ce matin-là à quitter le camp 4, aux premières heures du 23 avril 2019, rien de tout cela ne lui semblait être un problème. C'était un homme qui s'était déjà tenu au sommet du monde, littéralement. Un an plus tôt, il avait gravi le mont Everest, et avant cela, il avait fait la même chose sur la plus haute montagne d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Australie, tout cela. Il avait expérimenté ce que ce genre d'altitude fait à une personne, et il s'en était sorti debout. Et c'est à cela que des semaines de préparation sur l'Annapurna l'avaient mené. Il s'était acclimaté pendant des semaines sur l'Annapurna, en montant puis en redescendant pour laisser son corps s'adapter lentement à un air qui n'était pas fait pour soutenir la vie humaine. Il avait tout traversé. Il était au camp 4. Il avait son guide, un téléphone satellite et Global Rescue en numérotation abrégée. Il était aussi protégé qu'on peut l'être sur une telle montagne. Autour de lui, dans l'obscurité,
31 autres alpinistes faisaient les mêmes calculs, vérifiant leurs appareils à oxygène et resserrant leurs crampons. Tout le monde attendait cette fenêtre météo et vers 1h du matin, ils sont partis dans l'obscurité et ont commencé l'ascension de la montagne la plus mortelle du Népal. Et dès le début, Shin était lent. Pas dangereusement lent, mais plus lent que les alpinistes autour de lui. Nima est resté juste à côté de lui, en excellent guide à ses côtés, et tous les deux se sont retrouvés tout au fond de la file, l'écart entre eux et l'alpiniste devant eux s'élargissant silencieusement à chaque heure qui passait. Sur une montagne comme l'Everest, être en queue de file n'aurait pas posé autant de problèmes que sur l'Annapurna. La voie principale est suffisamment large à la plupart des endroits pour que les alpinistes puissent se dépasser et s'étaler afin de trouver leur propre rythme. Même si l'Everest connaît des embouteillages célèbres sur ses arêtes, il existe tout de même des vires ou des pentes enneigées où les alpinistes peuvent attendre debout, les pieds à plat. L'Annapurna est différent. La face supérieure est constituée de glace bleue presque verticale, sans aucun endroit où se reposer sur certaines sections. Si la personne au-dessus de vous s'arrête, une seule personne peut s'attacher à la corde à la fois. Les autres doivent rester debout dans la neige et attendre. Pour Shin, tout à l'arrière, cette ascension s'est transformée en un cycle épuisant d'arrêt et de départ. Planter le pied, avancer, tirer, puis s'arrêter. Attendre 10 minutes que la file avance, puis faire un pas de plus. Au niveau de la mer, attendre comme ça est simplement frustrant, mais rester immobile sur une pente de glace pure à 60 degrés à plus de 7300 mètres d'altitude n'est pas une simple gêne. C'est carrément délétère. Le vent transperce ta combinaison en duvet et tu brûles ta réserve strictement limitée d'oxygène en bouteille juste pour rester complètement immobile. Pire encore, ces pauses entraînaient plus d'accumulation d'acide lactique que si tu bougeais sans arrêt. Ses muscles semblaient lentement se transformer en plomb. Une léthargie lourde et étouffante s'insinuait en lui. Médecin, Shin comprenait ce qui se passait dans son corps, mais que pouvait-il faire ici ? Au fil des heures, son allure empirait encore. Il s'arrêtait de plus en plus souvent pour se reposer. L'écart entre lui et le reste du groupe immense se creusait. Le soleil s'est levé. Les heures passaient. À midi, les grimpeurs en tête du groupe avaient déjà atteint le sommet et redescendaient. Shin et Nima montaient toujours. Il existe une règle presque tacite sur ces montagnes de 8000 mètres. Si vous n'avez pas atteint le sommet avant 14 heures, vous faites demi-tour. Peu importe si vous voyez le sommet. Vous faites demi-tour parce que vous avez besoin de lumière du jour et d'énergie pour redescendre vivant. Rappelez-vous, votre corps puise dans ses réserves depuis 12 à 14 heures d'affilée. Les sections techniques de la descente qui semblaient gérables à la montée deviendront vraiment dangereuses quand vous n'aurez plus aucune énergie. Vos mains et vos pieds sont probablement légèrement gelés à ce stade. La lumière baisse. Sur une montagne comme l'Annapurna, où la voie de descente est exposée et sujette aux avalanches, la parcourir dans l'obscurité n'est pas un risque calculé. C'est une toute autre catégorie de décision. Mais à 14 heures, le docteur Chen Wikin et son guide, Nima Shering Sherpa, étaient loin du sommet. En fait, ils étaient tout au bout de la file qui montait. Ils devaient faire le calcul. Chen était un brillant médecin ayant gravi les 7 sommets qui comprenaient le corps humain comme très peu de personnes sur Terre le feront jamais. Nima, vétéran, connaissait les dangers de cette montagne. Après des années d'entraînement, des milliers de kilomètres parcourus et pouvoir littéralement voir le sommet de la montagne la plus mortelle, à seulement une centaine de mètres au-dessus de vous, l'esprit humain réagit de façon prévisible. Il justifie le risque. On se dit qu'il suffit d'aller encore un peu plus loin. Ils ont ignoré la limite de 14 heures et ont continué jusqu'au sommet. 3 heures sont passées. 4 heures aussi. Et vers 17 heures, après avoir grimpé sans arrêt pendant près de 17 heures, Chen et Nima ont finalement atteint le sommet de l'Annapurna à 8091 mètres. Ils étaient les tout derniers des 32 alpinistes à atteindre le sommet ce jour-là. Mais ils l'avaient fait. Contre toutes les lois de la biologie, contre chaque heure d'agonie et de retard, ils avaient persévéré pour décrocher le prix ultime sur la montagne la plus mortelle de la Terre. C'était tout simplement un exploit monumental, et lorsqu'ils ont pris leurs photos au sommet, ils ont célébré à leur manière. Mais atteindre le sommet n'est que la première moitié du voyage. Maintenant, ils devaient redescendre, et le corps de Shin n'avait absolument plus rien à donner. La lumière déclinait déjà quand ils ont commencé la descente. La température chutait rapidement.
La lampe frontale qui semblait suffisante au camp ne projette plus qu'un mince cercle sur un terrain qui exige une visibilité totale. Et l'itinéraire de l'Annapurna qui descend par la partie haute de la face traverse des sections où un seul crampon mal placé signifie une chute dont personne ne survit. Ils sont descendus prudemment, lentement. Chen peinait différemment par rapport à la montée. En montant, le corps fait au moins ce pourquoi il est conçu, c'est-à-dire produire de l'énergie et se propulser vers l'avant. En descendant après 17 heures à cette altitude, le corps essaie simplement de tenir le coup. Puis, ils ont atteint le couloir français. Le couloir français est cette immense goulotte de glace presque verticale qui traverse les bandes rocheuses supérieures de la face nord de l'Annapurna. Tout ce qui tombe du sommet est canalisé directement dans cette étroite goulotte inclinée à 50 degrés. La gravir à la montée avec des jambes fraîches et toute son attention est déjà assez difficile. Redescendre par là, après 17 heures dans l'obscurité, avec des jambes qui n'ont plus rien à donner, c'est un tout autre genre de problème. Chaque pas demandait une concentration totale, de la concentration et une force minimale dans les jambes que Shin n'avait tout simplement plus. Donc, il n'est pas surprenant qu'à un moment donné dans cette section, ses jambes aient simplement cessé de fonctionner. Il ne pouvait plus bouger. Il s'est juste assis dans la neige et n'a pas pu se relever. Nima a immédiatement essayé de l'aider à se relever. Il l'a tiré, l'a repositionné, a essayé tous les angles possibles. Rien de tout cela n'a fonctionné. Et puis, pour aggraver les choses, la bouteille d'oxygène supplémentaire de Shin s'est mise à siffler. Elle était vide. Seven Summit Trek n'avait fourni assez de bouteilles d'oxygène que pour une ascension normale. Chaque heure passée à attendre dans les goulets d'étranglement pendant l'ascension avait consommé l'oxygène plus vite que prévu. Son ascension elle-même avait duré 17 heures, bien plus que la normale. Son oxygène n'allait tout simplement jamais suffire. Nemo faisait maintenant face au pire scénario possible pour un guide. Son client, l'homme qui lui avait confié sa vie, était assis dans la neige à 7742 mètres d'altitude, seul, sans oxygène et incapable de bouger. Sans oxygène supplémentaire à cette altitude, un corps épuisé ne peut pas survivre longtemps ici, et Nima ne pouvait pas le descendre tout seul. Alors, pour sauver Shin, Nima a fait quelque chose que presque aucun être humain sur Terre n'aurait le courage de faire dans cette situation. Il a retiré son propre équipement d'oxygène supplémentaire et l'a donné à Shin. Réfléchissez à ce que cela signifie. Nima exposait volontairement son propre corps au risque d'hypoxie sévère et d'engelure massive, simplement pour offrir à son client quelques heures de vie supplémentaires. Il a essayé de relever Shin pour qu'il puisse continuer, mais c'était inutile. L'oxygène supplémentaire maintenait son cerveau actif, mais ne compensait pas la force physique perdue. Shin était toujours complètement immobilisé. Nima savait que rester ici était dangereux. Sans oxygène supplémentaire pour lui-même, il finirait par ne plus pouvoir respirer. Et s'il restait jusqu'au matin, aucun d'eux ne serait retrouvé vivant. Il avait donc deux choix difficiles devant lui. Devait-il laisser l'homme qu'il avait juré de protéger seul sur une montagne dans l'obscurité, ou rester et espérer d'une manière ou d'une autre un sauvetage? Nima a choisi de partir. Il a dit à Shin qu'il allait chercher de l'aide au camp 4. Puis il s'est levé et a commencé à descendre seul, fatigué et sans oxygène, sur ce qui est, statistiquement, l'une des montagnes les plus mortelles de la Terre. Il a failli ne pas redescendre lui-même. Quelque part dans l'obscurité, il est tombé et a failli se briser le dos. Les engelures s'étendèrent profondément dans ses mains et ses pieds à chaque pas, et pourtant il descendait en courant, poussé par un seul objectif. Shin était toujours en vie là-haut et quelqu'un devait le savoir. Il a rampé jusqu'au camp 4 à 0h30 du matin le mercredi 24 avril 2019. Il était à peine conscient. Les engelures avaient rongé profondément ses mains et ses pieds, mais il y est arrivé. Il a immédiatement donné l'alerte aux autres alpinistes autour de lui que Shin, son client, était toujours en vie et assis dans la neige juste au-dessus du couloir français. Il avait besoin d'aide pour remonter le chercher. Et heureusement, les effectifs nécessaires pour faire exactement cela étaient déjà présents au camp. Le camp 4 n'était pas vide. Les alpinistes qui avaient atteint le sommet ce jour-là étaient encore là. Parmi eux se trouvait un homme nommé Nirmal Purja, également connu sous le nom de Nimsdai. C'était un ancien membre des forces spéciales britanniques, sans doute l'alpiniste d'altitude le plus fort au monde, et il avait une équipe de Sherpas d'élite déjà en altitude et prêt à intervenir. Mais pour remonter dans la zone de la mort, une équipe de secours a besoin d'oxygène supplémentaire. Ils avaient utilisé leurs bouteilles pour tenter l'ascension, et sans oxygène, ils seraient morts avant d'y arriver. Heureusement, les récupérer n'était pas difficile.
Tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'un hélicoptère partant du camp de base vers le camp 4 avec 6 bouteilles d'oxygène. 6 bouteilles, et l'équipe au sol monte et ramène Chin. Heureusement, Chin était préparé à ce genre de scénario. Au camp de base, Seven Summit Treks, l'organisateur auprès duquel Chin s'était inscrit, a décroché le téléphone et a appelé Global Rescue, la société américaine d'évacuation pour laquelle Chin avait payé des milliers de dollars. Elle était le filet de sécurité ultime. Le modèle économique de cette entreprise de gestion de crise consistait à extraire ses clients des endroits les plus dangereux de la planète. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'autoriser le vol, de payer l'hélicoptère pour larguer l'oxygène et de laisser Nirmal Purja et son équipe effectuer le sauvetage proprement dit. Donc, lorsque l'appel a été passé, Seven Summit Treks s'attendait à une approbation rapide. Ils ont expliqué le plan. Chin était assis dans la neige juste au-dessus du couloir français. Une équipe d'élite au sol attendait au camp 4. Ils avaient juste besoin que l'hélicoptère largue l'oxygène et ils iraient le chercher. Mais Global Rescue, à l'autre bout du fil, voyait les choses différemment. Leur réponse à la demande d'hélicoptère fut non, ils n'autoriseraient pas l'hélicoptère. Selon le contrat d'adhésion que Chin a signé avec eux, Global Rescue assure l'extraction depuis un lieu connu, mais cela constitue un sauvetage, et ils ne paieront pas pour des recherches à durée indéterminée. Et parce que Nima avait laissé Chin dans le noir, les dirigeants en Amérique ont soutenu qu'ils n'avaient pas ses coordonnées GPS exactes. Légalement, ils ont classé la mission comme une recherche et les recherches n'étaient pas couvertes. Au camp de base, Seven Summit Treks a argumenté avec eux au téléphone. Ils insistaient sur le fait qu'ils savaient exactement où il était. L'itinéraire est une seule ligne qui monte la montagne. Il était assis juste dessus. Ils avaient juste besoin que l'oxygène soit déposé au camp 4 pour que les Sherpas puissent monter et le ramener. Mais Global Rescue n'a pas bougé. Ils ont résisté, arguant que c'est le travail de l'opérateur d'expédition de fournir son propre oxygène de secours, pas celui de la société de sauvetage. Ils ont fait remarquer que les hélicoptères ne peuvent légalement pas voler dans l'obscurité, et que le camp 4 se trouvait à 7000 mètres, bien au-dessus du plafond opérationnel sûr de la plupart des hélicoptères de secours au Népal. C'était une impasse classique. Et cela s'est joué lors d'appels téléphoniques entre un camp de base au Népal et un bureau d'entreprise en Amérique, tandis que Nims Purja et son équipe étaient assis au camp 4, consommant leur propre oxygène et épuisant leur corps, attendant un hélicoptère qui ne viendrait pas. Sachez qu'une raison bien plus sombre expliquait cette impasse, sans lien avec des arguments juridiques ou des limites d'aviation. La vérité, c'est que Global Rescue ne faisait pas confiance aux personnes à l'autre bout du fil. Quelques mois plus tôt, l'industrie de l'alpinisme népalaise s'était retrouvée au cœur d'un énorme scandale de faux sauvetage. Il s'est avéré que certains organisateurs d'expéditions et compagnies d'hélicoptères avaient été surpris en train de simuler de fausses urgences en montagne et d'appeler des vols inutiles simplement pour facturer des millions de dollars aux compagnies d'assurance. Global Rescue avait déjà subi ce type de fraude. En fait, Seven Summit Treks avait été condamné à une amende de 44 000 $ en 2018 par le gouvernement népalais pour avoir guidé des alpinistes avec de faux permis, ce qui est une accusation totalement différente. Mais depuis un bureau d'entreprise en Amérique, c'est un peu comme si un opérateur vous appelait pour exiger un vol qui enfreint les règles de l'aviation et vous demandait de payer la facture pour sauver un alpiniste que vous ne connaissez même pas sans savoir où il se trouvait. Ça ne ressemblait pas à un sauvetage, ça ressemblait à une extorsion. Encore pire, Seven Summit Treks avait l'habitude de gérer ses propres sauvetages avec ses propres Sherpas et ses propres hélicoptères. Donc, du point de vue de Global Rescue, les comptes ne tenaient pas la route. Si cet opérateur gérait normalement ses propres urgences, pourquoi insistait-il soudainement pour que Global Rescue autorise les vols et paie la facture ? Pour un siège social déjà échaudé par une fraude, toutes les sonnettes d'alarme se sont mises à retentir. Et pendant que ces deux entreprises débattaient de fraude et se lisaient des clauses de contrat par téléphone satellite, le Dr Chin était toujours assis, impuissant, exactement là où Nima l'avait laissé. Le téléphone satellite qu'il avait prévu pour une telle urgence était inutile. À ce niveau d'hypoxie et d'épuisement, le cerveau cesse de contrôler les fonctions motrices fines. Donc, Chin ne pouvait physiquement pas enlever ses grosses moufles d'alpinisme pour appuyer sur les minuscules touches par un vent de moins 30 degrés sans geler instantanément ses mains. Et il n'avait pas la concentration cognitive nécessaire pour parler. Il ne pouvait pas appeler à l'aide lui-même. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre. Et pour Chin, cette attente était une forme de tourment en soi. Il était anesthésiste consultant principal à Singapour. Son travail consistait à gérer les niveaux d'oxygène naturel chez l'humain pour maintenir une personne consciente et en vie.
Il avait passé des années à regarder des moniteurs afficher les mêmes chiffres qui diminuaient maintenant à l'intérieur de son propre corps. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de moniteur. Il savait avec plus de précision que presque n'importe qui d'autre sur cette montagne aurait pu savoir exactement combien de temps il lui restait probablement à vivre. Il savait que chaque seconde passée sur cette montagne sans secours le rapprochait d'une nécrose irréversible et d'une défaillance systémique. Mais à ce stade, que pouvait-il encore faire pour empêcher tout cela ? De retour au camp 4, à seulement quelques milliers de pieds en contrebas, Nirmal Purja et son équipe étaient assis dans leur tente, scrutant le ciel vide à la recherche d'un hélicoptère qui n'est jamais venu. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était de 6 bouteilles d'oxygène déposées au camp 4, mais elles ne sont jamais arrivées. Finalement, Nirmal Purja n'a plus pu retenir son équipe. Ils étaient restés assis à une altitude extrême pendant des heures, consommant leurs propres réserves, regardant un ciel vide. Leur corps se détériorait à chaque heure d'attente. Les renvoyer là-haut sans oxygène, c'était une condamnation à mort. Donc, tard, dans la journée du mercredi 24 avril, Nims Purja et son équipe ont commencé à redescendre vers le camp de base. Et le docteur Chin, un homme qui avait tout fait pour se protéger, s'est retrouvé à devoir se débrouiller seul dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète, sans abri, sans nourriture et sans eau. À des milliers de kilomètres de là, à Singapour, l'épouse du docteur Chin, la docteure Thanaporn, a compris que la compagnie d'assurance ne sauverait jamais son mari, alors elle a cessé d'attendre leur approbation. Elle a complètement contourné Global Rescue, a décroché son téléphone et a appelé une compagnie d'hélicoptères privée népalaise appelée Simrik Air. Elle a personnellement garanti le paiement de 40 000 $ de sa propre poche, sans contrat ni discussion. Donc, le jeudi matin 25 avril, un pilote nommé capitaine Bibek Kokka a décollé, cherchant à faire ce qu'une agence de sauvetage valant plusieurs millions de dollars ne ferait pas. Il a poussé son hélicoptère bien au-delà de ses limites certifiées et a volé à plus de 25 000 pieds dans l'air raréfié au-dessus de l'Annapurna. Au-dessus de la pente raide et glacée du couloir français, il a aperçu quelque chose. Une silhouette au sol, d'abord complètement immobile. Puis, faiblement, un bras s'est levé et s'est agité dans l'air. C'était le docteur Chin. D'une manière ou d'une autre, incroyablement, après près de 40 heures, seul à 25 400 pieds, dans des températures glaciales et sans oxygène, sans abri, sans nourriture, sans eau, le docteur Chin Wikin était vivant et faisait signe à l'hélicoptère. Le retrouver n'était que le premier problème qu'ils avaient résolu. Le capitaine Kotka pouvait le voir, mais un hélicoptère ne peut pas simplement voler en stationnaire à 25 400 pieds, ouvrir une porte et tirer un homme paralysé à l'intérieur. L'air est bien trop rare à cette altitude. Le capitaine Kotka ne pouvait pas l'extraire. Alors, il a foncé jusqu'au camp de base où Nims Purja et son équipe d'élite de 4 Sherpas étaient prêts et attendaient. Ils ont chargé l'hélicoptère avec des bouteilles d'oxygène provenant de la réserve d'oxygène de Seven Summit Trek, exactement le même oxygène qui était présent au camp de base depuis le début. Ils suppliaient l'assurance d'envoyer l'oxygène par hélicoptère depuis mardi. Mais la réalité brutale de la physique de l'aviation dans l'Himalaya, c'est qu'un hélicoptère complètement vide et allégé peut à peine atteindre 25 000 pieds juste pour faire un repérage. Mais un hélicoptère chargé de 4 Sherpas robustes, d'un équipement de sauvetage hivernal épais et de lourdes bouteilles d'oxygène en métal ne peut pas voler aussi haut. L'air est trop rare pour que les rotors génèrent assez de portance pour ce poids. Le capitaine Konka les a remontés en hélicoptère sur la montagne sans pouvoir atteindre le camp 3. C'était environ 1250 mètres en dessous de l'endroit où se trouvait Ching. Il devrait grimper le reste du chemin seul. Dans des circonstances normales, grimper du camp 3 jusqu'au couloir français est une ascension longue et difficile. Ce terrain raide et technique exige un rythme prudent. Pour une équipe en forme, acclimatée, avec des jambes reposées et une nuit de sommeil complète, cette ascension prend 16 heures. Mais Nims Purja et son équipe savaient que Chin était assis dans la neige depuis plus de 40 heures. Ils savaient que chaque minute passée à grimper était une minute de plus pendant laquelle sa température corporelle chutait. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts, attachés aux cordes fixes, ils ont entamé une ascension brutale et éprouvante à toute vitesse sur la montagne. Je veux que vous compreniez pleinement à quel point cet effort était difficile. Ils transportèrent de lourdes bouteilles d'oxygène et traînaient un traîneau de secours rigide. Se déplacer aussi vite, aussi haut et aussi chargé est l'une des tâches les plus difficiles pour votre corps. Mais grâce à leurs efforts, ils n'ont pas fait l'ascension en 16 heures, ils l'ont faite en seulement 4 heures.
Et lorsque Nims Purja et son équipe se sont finalement hissés sur la crête et ont atteint la neige au-dessus du couloir français, vers midi, le jeudi 25 avril 2019, ils ont trouvé Chien exactement là où le pilote avait dit qu'il était. Il ne pouvait ni se lever ni marcher, mais il était conscient, il était éveillé. L'équipe n'a pas perdu une seule seconde. Ils l'ont immédiatement relié à une bouteille d'oxygène neuve et l'ont solidement attaché à la civière de secours qu'ils avaient montée, puis ils ont commencé le travail brutal et physique de le descendre. Déplacer une lourde civière sur une pente de 60 degrés en glace vive demande une puissance physique intense. L'équipe devait s'ancrer, supporter son poids et abaisser physiquement la civière, section par section, sur la montagne la plus dangereuse du monde. Ils ont continué à avancer toute la nuit de jeudi, et quelque part lors de cette descente brutale, Chien a perdu connaissance. Il avait survécu après avoir été abandonné sur la montagne la plus dangereuse du monde, mais survivre dans de telles conditions extrêmes dépend fortement de l'adrénaline et d'un refus psychologique de mourir. Quand l'équipe de secours est arrivée, son cerveau a compris que le combat était fini. Il n'avait plus rien à prouver. Il s'est éteint. Le vendredi matin, Nims Purja et son équipe l'ont ramené avec succès au camp de base et de là, il a été évacué par hélicoptère vers une unité de soins intensifs à Katmandou. C'est là que l'ampleur totale des dégâts causés à son corps est enfin apparue. Son rythme cardiaque était à peine perceptible. Sa température corporelle était dangereusement basse. Les médecins qui l'ont pris en charge ont déclaré que ses engelures avaient atteint profondément ses mains et ses pieds. Il respirait mais à peine. Après avoir été stabilisé à Katmandou, Chen a été transporté par avion-ambulance jusqu'à Singapour, dans un hôpital où sa femme l'attendait. Dans un pays où il avait fait carrière à sauver la vie d'autres personnes sur des tables d'opération, exactement comme celle sur laquelle il était maintenant allongé. Pendant un instant, il a semblé que l'impossible s'était réellement produit, qu'un homme avait triomphé de l'Annapurna et du système qu'il avait laissé tomber. Mais il était trop tard. Les heures passées assis dans la neige, tandis que le camp de base et un bureau d'entreprise se disputaient sur des définitions du dictionnaire, avaient causé des dégâts irréparables par la médecine moderne. Vous voyez, on peut réchauffer un corps gelé, on peut le remplir de liquide et le mettre sous respirateur, mais on ne peut pas inverser la privation cellulaire. Les engelures avaient profondément rongé ses tissus. Sa température centrale était tombée à un niveau où le rétablissement était impossible. Et le 2 mai 2019, après des traitements médicaux intensifs et un peu plus d'une semaine après avoir atteint le sommet de l'Annapurna, le docteur Chin Wikin est décédé. Il avait 48 ans. Même Nima Shering Sherpa, son guide et ami proche, s'en est à peine sorti. Il a mis des semaines à récupérer d'une blessure à la colonne vertébrale et des gelures qui s'étaient propagées à ses mains et à ses pieds lors de cette dernière descente. Pendant un certain temps, les médecins n'étaient pas sûrs qu'il ne perdrait pas 3 de ses orteils. Il avait donné son propre oxygène pour offrir à son client quelques heures de plus et il a failli le payer de sa propre vie. On peut facilement qualifier cette histoire de catastrophe aux causes multiples, ce qui est en partie vrai. 32 alpinistes dans une même ascension, c'était inévitablement une catastrophe. Un organisateur qui conduit un groupe aussi nombreux en montagne sans assez d'oxygène de secours en cas d'urgence, c'est problématique. Et pour être honnête, continuer l'ascension après l'heure limite de 14 heures était en soi dangereux. Personne dans cette histoire n'était totalement exempt de responsabilité. Mais la vérité, c'est que tout cela n'a pas tué le docteur Chien. C'est une décision commerciale qu'il a fait. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a payé des milliers de dollars à une énorme entreprise pour une promesse très précise. Si le pire arrive, nous viendrons vous chercher. Et quand le pire était réellement arrivé, sa vie n'a pas été déterminée par la météo, la gravité ou l'altitude. Elle a été déterminée par un gestionnaire des risques d'entreprise contestant la définition juridique du mot « recherche ». À quoi sert un filet de sécurité si ceux qui le tiennent peuvent le lâcher dès que cela leur coûte de l'argent ? La catastrophe de l'Annapurna a montré qu'un système d'entreprise défaillant peut être aussi mortel que la zone de la mort. Et même en 2026, la zone de la mort ne devient pas plus sûre. Si vous voulez voir exactement comment 5 alpinistes sont devenus victimes de la saison la plus fréquentée de l'histoire de l'Everest, cette histoire est juste ici.